Daniel Kablan-Duncan reste Premier ministre. Il a été reconduit seulement quelques heures après sa démission et celle de son gouvernement. Il doit former un nouveau gouvernement. L'harmattan crée des surprises à Abidjan. Un vent violent souffle depuis hier 4 heures du matin, faisant des dégâts sur son passage. Les spécialistes lui donnent une durée de vie de 72 heures. La France commémore le premier anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur en janvier 2015. En tout, 20 personnes ont trouvé la mort, y compris les 3 terroristes. Bienvenue dans le journal, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Le meilleur joueur africain sera connu ce soir. Le prix du meilleur joueur africain de l'année est une récompense décernée par la Confédération africaine de football depuis 1992. Il est détenu par Yaya Touré de la Côte d'Ivoire depuis 4 années successives. Va-t-il rempiler pour la 5e fois? C'est tout à fait possible puisqu'il fait partie des finalistes retenus par la CAF. À la une aussi de l'actualité ce jeudi, la reconduction du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan après sa démission et celle du gouvernement hier mercredi. Seulement quelques heures après avoir accepté cette démission, Daniel Kablan-Duncan a été reconduit par le président Alassane Ouattara, qui l'a chargé de constituer un nouveau gouvernement. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 6 janvier 2016 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et à celles des membres du gouvernement. Le président de la République adresse ses félicitations et ses remerciements au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour son action à la tête du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement pour la bonne conduite des dossiers relevant de leurs départements ministériels respectifs. Le président de la République a en outre procédé à la signature d'un décret portant nomination de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Il a instruit de lui proposer, dans les meilleurs délais, un nouveau gouvernement. En attendant la mise en place de ce nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Fait à Abidjan le 6 janvier 2016. Je vous remercie. Il est à la tête du gouvernement depuis 2012. Daniel Kablan-Duncan doit faire des propositions au chef de l'État pour la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale. Alexis Ouedraogo nous dresse un portrait de cet économiste habitué à la primature. Il reste à la tête du gouvernement. Daniel Kablan-Duncan est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Reconnu pour son acharnement au travail, l'homme devra œuvrer à faire de la vision du président Ouattara une réalité pour ces prochaines années. 2 thèmes devront mener la cadence de ses pas dans les couloirs de la primature, réconciliation et rigueur au travail. Plus question de laxisme ou encore de manquement décriés par les populations ces dernières années. Le chef de l'État veut un gouvernement sérieux et efficace dont les politiques impactent positivement et réellement la vie de l'Ivoirien. Il s'agit aujourd'hui donc d'imposer la culture de l'excellence, mais surtout du résultat. Ces méthodes, Daniel Kablan-Duncan les connaît bien et les membres du prochain gouvernement devront l'intégrer au plus vite. L'horloge tourne, le défi de l'émergence résonne, il faut travailler vite et bien en vue de ravaler définitivement le retard des années de crise sur le plan du développement. Sur le point de la réconciliation, il faudra pour le Premier ministre travailler à améliorer le climat politique avec un cadre de dialogue permanent plus fécond. Avec Alassane Ouattara, depuis près de 40 ans, les 2 hommes se connaissent bien avec une passion commune, l'économie et le goût du travail. Une connexion qu'ils entendent bien projeter sur le pays. En attendant, les regards sont tournés vers la primature. Qui seront les hommes de ce 3e gouvernement Daniel Kablan-Duncan? Les populations, elles, en attendent beaucoup.
Le nouveau gouvernement devrait être connu dans quelques jours, en tout cas avant le prochain Conseil des ministres prévu le 13 janvier prochain. Avant la démission du gouvernement, tous ses membres ont pris part à la cérémonie d'échange de vœux entre le chef de l'État et les corps constitués. La société civile y était représentée. Abiba Dambélé Saoué. Des représentants de la société civile, de la classe politique, du secteur privé ou encore des organes de l'État à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce mardi matin. Tous sont venus présenter leurs vœux au chef de l'État comme l'exige la tradition en début d'année. Un message qui sera solennellement porté par la magistrate Paulette Badio, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. La porte-parole de l'ensemble du corps social a dans sa brève adresse formulé quelques recommandations pour l'avancée du processus de réconciliation nationale. Monsieur le Président de la République, il apparaît nécessaire de maintenir un cadre permanent de dialogue dans la perspective du renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Un travail important a été accompli en peu de temps dans tous les domaines sous votre haute autorité. Et nous demeurons persuadés que le meilleur reste à venir. Le meilleur adviendra, nous en sommes certains, parce que l'État continue de créer les conditions favorables à la bonne gouvernance et au développement durable, porteur d'innovation et source de réduction du chômage et de la pauvreté. En retour, le président de la République les a rassurés de sa volonté de parvenir à une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avant de réitérer ses priorités pour l'année 2016. Je fais du renforcement de l'état de droit une de mes priorités. Je sais que malgré toutes les avancées dans ce domaine, beaucoup reste encore à faire et nous allons continuer de renforcer notre action dans ce domaine. Mesdames et messieurs, la mise en place d'institutions fortes et crédibles est essentielle pour la consolidation de nos avancées démocratiques. C'est pourquoi la nouvelle constitution que je me propose de soumettre à l'avis de nos concitoyens réservera une place de choix à l'approfondissement de la démocratie. Cette réforme visera également à adapter notre Constitution à l'évolution de notre société et à assurer une plus grande cohérence au niveau des institutions. Pour le premier mandat du président Alassane Ouattara, le corps social ivoirien retient deux temps forts. La hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui passe de 30 000 à 60 000 francs, survenu en 2013, et surtout le déblocage des salaires des fonctionnaires en 2015. Nous vous proposons maintenant quelques réactions de membres de la société civile présents à cette cérémonie de présentation de vœux. Une année studieuse pour les étudiants que je dirige, que les activités pédagogiques puissent prendre le pas sur les activités syndicales, que nous puissions avoir, comme ça a été déjà commencé durant l'année 2015, une université en plein épanouissement, une université grandissante. Après les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues, on peut dire merci à Dieu, merci de nous avoir donné un président comme le président Alassane Ouattara, parce que la Côte d'Ivoire a été repositionnée sur l'échiquier économique et sur l'échiquier politique régional et international. C'est souhaiter pleine santé à tous les Ivoiriens, que du bonheur et que les chantiers de construction et de reconstruction engagés par le chef de l'État et son gouvernement puissent se poursuivre dans un environnement paisible, dans un environnement où il fait bon vivre, un environnement où les Ivoiriens sont réconciliés avec eux-mêmes. Des vœux de santé pour tout le peuple ivoirien, ensuite de prospérité, et je souhaite que nous puissions vivre dans un environnement encore plus salubre, encore plus sain. J'adresse mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais en même temps dire merci au président de la République pour tout ce qu'il a fait pour le pays, lui adresser mes vœux les meilleurs, et puis ensuite prier le Tout-Puissant pour que l'année 2016 soit meilleure en 2015. En 2015, les élections sont bien passées. Nous souhaitons que dans l'avenir,
les élections soient toujours pacifiques, civilisées, démocratiques, comme en 2015. Donc les élections en Côte d'Ivoire ne soient pas un combat de dragons, mais une démocratie civilisée. Nous devons aller au travail avec sérénité. Nous avons confiance en la Côte d'Ivoire. Sous Alassane Ouattara, nous allons faire ce qui est de notre devoir pour aller au développement et au développement du Béret pour ce qui me concerne. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 a été présenté hier mercredi à l'Assemblée nationale. Il a été défendu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Le budget global prévisionnel pour les forces de sécurité intérieure hors gendarmerie est estimé à 390 milliards de francs CFA, et ce pour la période 2016-2020. Michel Digré. 390 milliards de francs CFA, c'est le prix à payer pour garantir la sécurité intérieure en Côte d'Ivoire de 2016 à 2020. Le défi est majeur, mais l'État n'entend pas lésiner sur les moyens pour assurer la quiétude des populations. Et c'est le ministre Ahmed Bakayoko qui a défendu le texte devant les députés de la Commission Sécurité et Défense du Parlement. Après les débats, le projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure de 2016 à 2020 est adopté à l'unanimité. C'est donc une feuille de route qui permettra d'avoir un suivi sur les 5 ans à venir et de faire que la Côte d'Ivoire soit un pays plus sûr. Aujourd'hui, je peux dire aux Ivoiriens qu'ils peuvent dormir tranquilles. C'est vrai que ça et là, il peut y avoir encore quelques difficultés, mais la sécurité se consolide et la Côte d'Ivoire est de plus en plus à l'abri des situations catastrophiques. Ce projet de loi est un plan ambitieux de reconstruction des infrastructures d'accueil et de travail des forces de sécurité intérieure. Il établit d'une part les orientations sur les priorités organisationnelles et d'autre part les choix majeurs en matière d'équipement et d'effectifs. Ce projet de loi de programmation des forces de sécurité intérieure concerne la police, les douanes, les affaires maritimes et portuaires, les agents des eaux et forêts et ceux de l'Office national de la protection civile. Renforcement de la prévention et de la prise en charge des malades atteints de fistules obstétricales. Dans cette mission, l'Agence de coopération coréenne internationale apporte un appui considérable au Fonds des Nations Unies pour la population. L'aide s'élève à environ 3,5 milliards de francs CFA. Ami Sissoko. Chaque année, ce sont 100 000 femmes qui sont victimes de fistules obstétricales dans le monde. Et la Côte d'Ivoire ne demeure pas en reste. La fistule obstétricale, c'est une conséquence d'un accouchement mal géré. Et cette femme va souffrir comme ça pendant plus de 24 heures. L'enfant est mort. Le fait que la tête de l'enfant comprime si longtemps la vessie, la partie comprimée meurt et vous voyez à la fin un trou. Du coup, les urines qui étaient censées être dans la vessie s'écoulent de façon involontaire. De 2012 à 2015, le projet Prévention et traitement des fistules obstétricales a permis le traitement chirurgical et la guérison de plus de 1200 femmes, voyant ainsi leur souffrance atténuée et leur dignité rétablie. Le projet financé par la COICA, l'Agence de coopération coréenne internationale, est mis en œuvre par le ministère de la Santé et l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. La femme se retrouve exclue de la société, donc c'est une perte de droit pour la femme, c'est une perte de dignité. Et le financement de la Corée va permettre à des milliers de femmes de reprendre la vie sociale. Face au succès de la première phase du projet Prévention et traitement des fistules obstétricales, la COICA décide de financer une deuxième. Environ 3,5 milliards de francs CFA seront investis de 2016 à 2018. Nous allons continuer à travailler en menant les projets en vue de contribuer au développement de ce pays et de soutenir le bonheur de la population. Cette nouvelle initiative va permettre de renforcer la capacité des services de santé, de poursuivre le traitement des fistules. Elle va également mettre l'accent sur la prévention de nouveaux cas de fistules pour l'amélioration de la santé maternelle
et l'encouragement à la planification familiale. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est depuis hier sous un manteau de poussière. Un vent violent souffle sur la capitale, emportant même des toitures et déracinant des arbres sur son passage. Selon les spécialistes, ce vent devrait durer 72 heures. Moussa Konaté. Abidjan sous un manteau de poussière. Difficile de pointer le nez. Un vent fort souffle depuis l'aube. Les populations sont surprises par l'air poussiéreux. L'atmosphère a vraiment changé et ça me donne des douleurs dans les narines. C'est le vent qui me fatigue. Ça verse les barrages, je replace. Ça verse encore, je replace, tu vois. À Adjamé, 220 logements. Ce panneau publicitaire a été décroché du haut de ce bâtiment sous la pression du vent. C'est le vent, bon, depuis le matin on entendait des bruits, tout et tout, bon, mais on ne savait pas que ça allait atteindre ce niveau-là. Et à un moment donné, on a vu que le vent était très fort. Et puis bon, les choses ont commencé à voler en éclats. Il n'y a pas eu de blessés ni de pertes en vie humaine. La scène n'est pas isolée. Les désagréments sont nombreux. Dans les rues, on essaye de s'adapter. L'attitude vestimentaire a changé. Le cache-nez a fait son apparition. Occasion d'affaires pour ce jeune homme. La population ne peut pas supporter le vent. Voilà, donc il a décidé d'aller prendre ça ce matin. Et par la grâce de Dieu, il a vendu 5 cartons ce matin. Mais il y en a encore 4 encore qui sont là, mais c'est que non, plus tard vers midi c'est fini. Mais bon, à 100 francs, 100 francs. À la direction de la météorologie, l'on se veut rassurant. Le fait n'est pas inhabituel. Depuis cette nuit jusqu'à ce matin, on a une augmentation des pressions qui a provoqué une accélération des vents. Ce qui fait que nous avons actuellement sur nous des rafales de vent secs, c'est-à-dire des vents d'origine désertique. En plus des dégâts matériels et autres causés, ce vent poussiéreux souffle avec des risques de maladies. Ceux qui ont les poumons un peu fragiles, comme les asthmatiques, tout, seront infectés. Ceux qui sont prédisposés à la grippe seront infectés. Et ceux qui ont des tares, comme les allergènes, qui ont des allergies, ils vont faire leur crise. On ne peut pas demander à tout le monde de rester à la maison. On est obligé de parcourir la poussière. Dès que nous arrivons à la maison, essayer de se laver les mains, mais tout le corps, avant de faire tout, quoi que ce soit. Et puis, éviter au maximum d'être dans le courant du vent, pour ne pas trop absorber ce vent-là. Il faudrait qu'on demande à nos mamans, à nos dames qui préparent, de doubler la protection des repas. Selon les prévisions météorologiques, ce vent va durer 3 jours, 72 heures de calvaire ponctué de respiration difficile et de froid. Également un temps favorable à la résurgence de nombreuses infections qu'on peut éviter en suivant les conseils des spécialistes de santé. Les responsables du Plan national de développement 2016-2020 et ceux du programme des investissements publics 2017-2020 se concertent. Ils ont discuté du cadre global d'élaboration du programme d'investissement public. Noël Niagno. La Côte d'Ivoire, pays émergent, le cap est fixé 2020. Le cadre de référence d'action publique est connu, le PND, Plan national de développement. Sa déclinaison en besoin de financement triennal, c'est le PIP, Programme d'investissement public sur la période 2017-2019. À compter de ce 5 janvier 2016, le PIP est lancé avec la présentation des outils d'élaboration et de son calendrier. Présentation aussi des projets majeurs du PND 2016-2020. Les parties prenantes, directeurs de la planification, directeurs des affaires financières, des ministères et institutions, pour ne citer que celles-là, se sont familiarisés avec le processus d'éligibilité au fonds d'études. Le dernier éclairage auquel les parties prenantes ont eu droit, le processus d'exécution de la dépense publique avec un accent particulier sur les nouvelles mesures des marchés publics pour plus d'efficacité. Assouplissement des procédures, allègement des contraintes et des exigences à l'achat des entreprises et facilitation de gestion des crédits par les services publics. Les appels d'offres vont désormais être lancés jusqu'à 100 millions au sein des ministères. De bout en bout, les marchés seront attribués en leur sein sans que nous intervenions. Une autre souplesse, c'est l'allègement des charges des entreprises en termes de fourniture des pièces fiscales, pièces sociales, qui étaient exigées au départ au dépôt des offres, dont l'exigence est reportée à la signature des marchés. Donc uniquement
exigibles aux entreprises qui auront été retenues à l'issue de la compétition. Outre cette innovation, les participants à cette rencontre sont désormais soumis à une nouvelle exigence, les projets matures. Ce sont des projets qui, non seulement au-delà de l'identification, ont été l'objet d'études de préfaisabilité mais de faisabilité, et ce qui nous permet d'avoir des coûts bien affinés. Mais aussi, nous aurons des projets qui sont au stade d'identification, pour lesquels nous avons besoin d'un délai de 6 à 18 mois pour les rendre matures et permettre les financements sur la période. Fort de ces outils, les parties prenantes, hauts fonctionnaires de l'administration publique, ont un mois pour sortir le portefeuille de l'État pour les 5 prochaines années. Décliné en 3 types de portefeuilles, les types émergents, les sectoriels, enfin ceux portant sur le développement local. De Sandégué, dans la région du Gontougo, bénéficie d'un vaste programme de développement, reprofilage des routes, adduction en eau potable, construction de centres de santé et d'écoles. Le village de Sanguéi vient de recevoir les clés de ces nouvelles infrastructures. Mamadou Kwasi. Une HVA, hydraulique villageoise améliorée pour mettre fin au calvaire des populations du village de Sanguéi, dans le département de Sandégué, situé à l'est de la Côte d'Ivoire. Une population qui, pendant cette période de saison sèche, parcourait environ 10 km pour s'approvisionner en eau, une eau dont la qualité reste à désirer. En plus de cette eau potable dont elle dispose désormais à volonté, les populations de Sanguéi, chef-lieu du canton Barbo, bénéficient également d'un centre de santé composé de maternités et de dispensaires. Des initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le conseil régional du Gontougo pour améliorer les conditions de vie des populations. Canton en majorité musulmane, Sanguéi a vu également sa mosquée rénovée. Le ministre Koubenan Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie d'inauguration de ces infrastructures, a félicité le département de Sandégué pour sa contribution dans la réélection du président Alassane Ouattara. Il a également rappelé la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'apporter un mieux-être à toute la population ivoirienne. Le président Alassane Ouattara est en train de faire du bon travail. Nos populations sont bénéficiaires de cela, des réalisations qui permettent à nos villages de vivre décemment et également de pouvoir se soigner sans moyen d'aller à Sandégué, le chef-lieu de département. C'est déjà un acquis qu'il convient de saluer. Donc nous disons bravo au président de la République dont la politique est de se mettre au service de la collectivité. Les populations satisfaites des actions menées ont traduit leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara, et au conseil régional du Gontougo. Elles ont par ailleurs demandé au ministre Koubenan Kwasi Adjoumani de transmettre au président de la République leur engagement et leur soutien dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. Après Sanguéi, c'est le village de Yorobodi de disposer lui aussi d'une HVA, hydraulique villageoise améliorée, pour permettre aux populations de disposer désormais de l'eau potable. Ici également, le peuple Barbo a exprimé sa reconnaissance au conseil régional et au président de la République, Alassane Ouattara. Tous ces villages bénéficient en plus de ces infrastructures, du reprofilage des routes ainsi que du renforcement du programme d'électrification rurale. Des programmes pour permettre au département de Sandégué de s'inscrire sur le chemin de l'émergence. Cathy Touré nous a rejoint sur ce plateau. Je vous le disais en début d'édition, le meilleur joueur africain sera connu ce soir. C'est Abuja qui accueille la CAF Awards 2015 et l'Ivoirien Yaya Touré est nominé à sa propre succession. Bonjour Cathy Touré. Bonjour Fatou. Alors vous qui êtes spécialiste du sport, croyez-vous en ses chances de remporter le trophée pour la 5e fois successive? Bien sûr, on va dire que nous croyons aux chances de Yaya Touré de remporter ce trophée. Il faut savoir déjà que Yaya Touré a remporté 4 fois. Il a déjà donc un record, c'est celui du joueur qui a remporté 4 fois de manière successive. Voilà, il faut préciser. Donc s'il remporte encore cette 5e fois, il rentrera encore dans l'histoire comme étant le joueur qui a remporté déjà 5 fois la compétition de manière globale, mais en plus 5 fois de manière successive. Et donc à côté de Yaya Touré, ce soir, il y a le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a aussi ses chances dans ce trophée, et le Ghanéen André Ayew qui, pour ces 2 joueurs, n'ont jamais remporté le trophée de meilleur joueur africain. De ces 2-là, qui, on va dire, est le plus sérieux concurrent de Yaya Touré? On va dire tout de go Pierre Aubameyang, puisque c'est un joueur vraiment qui a beaucoup de valeur. Cet attaquant a donc eu une très bonne saison 2015, un bon début de saison. Il est même actuellement le meilleur joueur, le meilleur buteur européen avec 18 buts. Il joue donc dans la Bundesliga. Il a 26 ans, il a vraiment tout l'avenir devant lui, mais c'est un joueur vraiment assez intéressant qui est même réclamé par de grands clubs. Et puis on a André Ayew, le jeune Ayew, qui lui par contre est un peu en retrait par rapport à ses
à ses deux concurrents. C'est vrai qu'il a eu une saison assez intéressante, mais il y a eu un changement de club lorsqu'il est parti donc de Marseille pour Swansea. Il est un peu à l'écart. Il est certes titulaire dans son club, il est même finaliste de la CAN 2015, mais par rapport à Yaya Touré et à Aubameyang, on va dire qu'il est un peu en retrait. Alors, la Côte d'Ivoire détient 6 récompenses du meilleur joueur africain, 2 pour Didier Drogba, 4 pour Yaya, vous l'avez dit. Est-ce que le pays est nominé cette année dans d'autres catégories? Ah oui, le pays est nominé dans d'autres catégories. Nous avons notamment notre entraîneur de 2015, vous le connaissez très bien, qui est nominé au titre de meilleur entraîneur. Il s'agit de Hervé Renard, au titre de la Côte d'Ivoire, bien sûr, il faut préciser, puisque Hervé Renard n'est plus avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le titre de meilleure équipe. La Côte d'Ivoire, évidemment, est nominée pour ce titre-là. Et également, un titre qui fait plaisir pour la Côte d'Ivoire et qui fait plaisir pour le football féminin ivoirien. C'est bien le titre de meilleur espoir féminin, Tia Inest, qui est donc nominé également. D'accord. Et pour terminer, Cathy, sur quels critères la Confédération sélectionne les différents nominés et fait le tri jusqu'à obtenir les derniers et à choisir les vainqueurs? Il faut savoir déjà que ce sont les 54 coachs des 54 fédérations affiliées à la Confédération africaine de football qui choisissent, en plus des capitaines. Et donc, les principaux critères, parmi tant d'autres, c'est vraiment la performance du joueur, la constance du joueur en club et en équipe nationale, la discipline également du joueur qui sont prises en compte, à côté bien sûr de plusieurs d'autres critères qu'ils appellent secondaires. Merci Cathy Touré, journaliste du service sport de la RTI. Merci. Nous croisons donc les doigts pour accueillir cette année encore ce trophée du meilleur joueur africain et pourquoi pas remporter aussi les autres catégories où la Côte d'Ivoire est en lice. Dans le reste de l'actualité, en Centrafrique, l'ONU promet des sanctions fortes lorsque les responsabilités seront établies dans les nouvelles allégations d'abus sexuels commis par des casques bleus et des forces internationales. Les victimes présumées sont 4 fillettes soumises à des abus sexuels et une exploitation sexuelle à Bangui. Elles ont été interrogées par des enquêteurs de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Roger Appé et Thomas Gessambi. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, encore accusée d'abus sexuels. À peine sortie d'un scandale retentissant de viol d'enfants impliquant des soldats français, les forces de la MINUSCA sont encore une fois de plus plongées dans une accusation d'abus sexuels. Cette fois, les victimes présumées seraient 4 fillettes qui, selon une enquête de l'UNICEF, étaient soumises à une exploitation sexuelle à Bangui. Des accusations qui ont indigné le chef de la mission des Nations Unies dans le pays. Les sanctions seront fortes dès que les responsabilités seront établies, mais aussi notre compassion et notre aide aux victimes est déjà en cours par l'UNICEF. La famille des Nations Unies ira vers ces populations meurtries. Pour l'heure, le chef de la mission des Nations Unies à Bangui, Parfait Onanga Anyanga, n'a pas donné le nombre d'hommes impliqués dans le scandale. Mais selon les sources de l'ONU, il pourrait s'agir des soldats du Maroc, du Gabon et de l'Égypte. Toutefois, une enquête visant les casques bleus de ces 3 pays participant à la MINUSCA sera ouverte par l'ONU. Les allégations semblent indiquer que les forces impliquées ne sont pas que des forces de la MINUSCA et je travaillerai avec tous les partenaires ici en Centrafrique pour établir l'étendue de la responsabilité et pour qu'ensemble nous puissions travailler à mettre fin à cet horrible fléau. La mission des Nations Unies en Centrafrique promet de tout faire pour faire appliquer sa politique de tolérance zéro. Son chef, le général Parfait Onanga Anyanga, promet aussi de renforcer les mesures dissuasives. Les abus sexuels restent un problème récurrent dans bien de missions de maintien de la paix de l'ONU. Toujours en Centrafrique, les résultats des élections législatives et présidentielles sont attendus. Dénonçant une mascarade électorale, une quinzaine de candidats à la présidentielle avaient demandé dimanche l'arrêt des opérations de dépouillement. La France commémore le premier anniversaire des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacheur en janvier 2015. Un an, jour pour jour après, François Hollande présente ses vœux ce jeudi pour la première fois aux forces de sécurité. L'ensemble des forces engagées contre le terrorisme étaient présentes pour écouter les vœux du président au terme d'une année 2015 particulièrement meurtrière. 17 morts les 7 et 9 janvier lors des attaques contre Charlie et l'hypercacheur, 130 victimes et des centaines de blessés dans la série d'attentats du 13 novembre. Et pratiquement à ce même moment où se déroulait la cérémonie, un homme a été
été abattu par la police. Il essayait de pénétrer dans un commissariat dans le nord de Paris. L'individu armé d'un couteau et portait un dispositif pouvant être assimilé à un gilet explosif. L'enquête est en cours. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous tous sur RTI 1.